Je dois dire, affirma brusquement le colonel Ross dès que mon ami eut quitté le salon, que je suis plutôt déçu de notre consultant de Londres. Je ne vois pas que nous soyons plus avancés qu'avant son arrivée. Au moins vous avez l'assurance qu'il vous a donnée. Votre cheval courra, dis-je. Oui, je possède son assurance, fit le colonel avec un haussement d'épaule. Je préférerais posséder le cheval. J'allais répliquer quelque chose pour défendre mon ami, mais celui-ci rentra. À présent, messieurs, je suis prêt à repartir pour Tavistock. Pendant que nous grimpions dans la voiture, l'un des valets d'écurie nous tint la porte ouverte. Une idée soudaine sembla venir à Holmes, car il se pencha en avant et toucha le lad à la manche. Vous avez des moutons dans l'enclos. Qui s'occupe d'eux? Moi, monsieur. Vous n'avez rien remarqué récemment qui clocha chez eux? Ma foi, monsieur, rien de bien important. Pourtant, 3 d'entre eux se sont mis à boiter, monsieur. Je pus voir que Holmes fut très content, car il eut un petit rire et se frotta les mains. Un joli coup, Watson, un joli coup en longueur, me dit-il en me pinçant le bras. Et il ajouta. Grégory, permettez-moi de recommander à votre attention cette singulière épidémie parmi les moutons. Allons-y, cocher. Le colonel Ross continuait d'arborer une expression destinée à montrer la piètre opinion qu'il s'était formée des capacités de mon compagnon. Mais je vis par contre sur la figure de l'inspecteur l'éveil d'un vif intérêt. Vous estimez que c'est important? Demanda-t-il à Holmes. Extrêmement important. Et y a-t-il un autre point sur lequel vous désireriez attirer mon attention? Oui, sur le bizarre incident du chien pendant la nuit. Le chien? Il n'y a eu aucun incident avec lui pendant la nuit. Voilà l'incident bizarre, justement, observa Sherlock Holmes. 4 jours plus tard, Holmes et moi étions de nouveau dans le train de Winchester afin d'assister à la Wessex Cup. Le colonel Ross nous rencontra sur rendez-vous hors de la gare et il nous emmena dans son drag au champ de course derrière la ville. Il avait le visage grave et son comportement traduisait une froideur extrême. « Je n'ai pas revu mon cheval, » dit-il. « Je suppose que vous le reconnaîtrez quand vous le verrez, » demanda Holmes. Le colonel fut très mécontent. « Depuis 20 ans que je fréquente les champs de course, jamais on ne m'a posé une pareille question. Un enfant reconnaîtrait Flamme d'Argent avec son front blanc et sa patte antérieure pommelée. » « Où en sont les cotes ?»« Eh bien, la cote est bizarre. Hier, vous pouviez avoir du 15 contre 1, mais l'écart s'est de plus en plus réduit. Maintenant, il est difficile d'obtenir du 3 contre 1. Fit Holmes. Quelqu'un est au courant, c'est sûr. Quand le drag s'arrêta près de la grande tribune, je regardais le tableau pour savoir quels étaient les partants. Il était rédigé ainsi. Wessex Cup, pour 4 et 5 ans. 1000 souverains au premier, 300 livres au deuxième, 200 livres au troisième, distance 2614 mètres. Numéro 1, Le Negro, Mr. Heath Newton, toque rouge, casaque cannelle. Numéro 2, Pugiliste, Colonel Wardlow, toque rose, casaque bleu et noir. Numéro 3, Desborough, Lord Backwater, toque jaune, manche jaune. Numéro 4, Flamme d'Argent, Colonel Ross, toque noir, casaque rouge. Numéro 5, Iris, duc de Balmoral, raie jaune et noire. Numéro 6, Rasper, Lord Singleford, toque pourpre, manche noire. Nous avons retiré l'autre et nous avons placé tous nos espoirs sur votre parole, dit le colonel. Comment? Qu'est-ce à dire? Flamme d'Argent est favori? Flamme d'Argent à 5 contre 4, rugissaient les bookmakers. 5 contre 4 pour Flamme d'Argent. Desborough à 15 contre 5. 5 contre 4 sur le champ. Ah, tout est réglé, criai-je. Ils sont là tous les 6. Tous les 6? S'exclama le colonel très agité. Mais je ne le vois pas. Mes couleurs n'ont pas défilé. 5 seulement ont défilé. Voilà, ça doit être lui. Comme je parlais, un puissant cheval bai se rua hors de l'enceinte du pesage, passa au petit galop à côté de nous. Il portait sur sa selle les couleurs bleues et rouges bien connues du colonel. « Ce n'est pas mon cheval !» protesta le propriétaire. « Cet animal n'a pas un poil blanc sur le corps. Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Holmes ?»« Allons, allons. Voyons un peu comment il se comporte. » murmura mon ami imperturbable. Il regardait avec mes jumelles, puis s'écria brusquement. « Capital. Un excellent départ. Et voilà, ils abordent le virage. » De notre drague, nous avions une vue magnifique sur la ligne droite qu'ils entamaient. Les 6 chevaux étaient si serrés que l'expression « dans un mouchoir » s'imposait. À mi-distance du ruban jaune, l'écurie de Capleton passa en tête. Mais avant qu'il n'arrivasse à notre hauteur, Desborough avait vidé son sac et le cheval du colonel, dans un rush, passait le poteau avec si bonne longueur d'avance sur son rival. Iris, du duc de Balmoral, finissant mauvais 3e. « Ah, j'ai tout de même gagné !» haleta le colonel en passant une main sur son front. « Je confesse que je n'y comprends rien. Pensez-vous que vous avez conservé suffisamment longtemps le secret, monsieur Holmes ?»« Certainement, colonel. Vous allez tout savoir. Venez. Allons examiner tous ensemble ce cheval. Le voici, » indiqua-t-il lorsque nous eûmes pénétré dans l'enclos du pesage où étaient seuls admis les propriétaires et leurs amis.
Il ne vous reste plus qu'à lui laver la tête et les pattes à l'esprit de vin, et vous retrouverez le même flamme d'argent qu'auparavant. Vous me coupez le souffle. Je l'ai trouvé entre les mains d'un truqueur, et j'ai pris la liberté de le faire courir sous son maquillage. Mon cher monsieur, vous avez fait merveille. Le cheval paraît tout à fait en bon état. Il n'a jamais si bien couru de toute sa vie. Je vous dois des milliers d'excuses pour avoir mis en doute vos capacités. En retrouvant mon cheval, vous m'avez rendu un immense service. Mais vous m'en rendriez un plus grand encore si vous pouviez mettre la main sur l'assassin de John Straker. C'est ce que j'ai fait, répondit calmement Holmes. Le colonel et moi, nous le regardâmes sans comprendre. Vous l'avez identifié? Où est-il alors? Ici. Ici? Où? À côté de moi, en ce moment. Le colonel devint écarlate de colère. Je reconnais que je vous dois beaucoup d'obligations, monsieur Holmes, mais je me vois obligé de considérer ce que vous venez de dire soit comme une très mauvaise plaisanterie, soit comme une insulte. Holmes se mit à rire. Je vous assure que je ne vous ai nullement associé au crime, colonel. Le véritable assassin se tient immédiatement derrière vous. Il fit un pas et posa sa main sur le cou lustré du pur sang. Le cheval? S'exclama le colonel. Flamme d'argent? Balbutiai-je? Oui, lui. Et accordons-lui les circonstances atténuantes, car il a agi en état de légitime défense. John Straker était absolument indigne de votre confiance. Mais voilà la cloche. Comme j'espère gagner un peu d'argent dans la suivante, je reporte à plus tard une explication complète. Nous étions seuls dans le Pullman qui nous ramenait à Londres, et je suppose que rarement voyage parut plus court au colonel Ross, car lui, comme moi, nous fûmes suspendus au récit que nous fit notre compagnon, tant des événements qui s'étaient déroulés dans la nuit de lundi à mardi dans les écuries d'entraînement de Dartmoor, que des moyens grâce auxquels il était parvenu à en débrouiller les chevaux. J'avoue que toutes les théories que j'avais échafaudées d'après les comptes rendus de journaux s'avérèrent totalement erronées. Et pourtant, ces comptes rendus contenaient des indications, mais celles-ci étaient submergées par un flot d'autres détails qui dissimulaient leur réelle importance. Je me rendis dans le Devonshire avec la conviction que Fitzroy Simpson était le vrai coupable, tout en me rendant compte naturellement que les charges retenues contre lui ne suffisaient pas pour constituer une preuve. Ce fut lorsque je me trouvais dans la voiture, juste en arrivant à la maison de l'entraîneur, que je réalisai la formidable signification du mouton au curry. Vous vous rappelez que je vous parus distrait puisque je demeurais assis après que vous tous fûtes descendus. J'étais en train de me demander par quelle aberration j'avais négligé une indication aussi considérable. Quant à moi, Dit le colonel. je confesse que même à présent, je ne vois pas du tout de quel secours elle nous est. Dans ma chaîne logique, elle fut mon premier anneau. L'opium en poudre n'est pas insipide. Son goût n'a rien de désagréable, mais il est perceptible. S'il avait été mélangé à un plat ordinaire, le mangeur l'aurait certainement détecté et sans doute n'y aurait pu toucher. Le curry était juste ce qu'il fallait pour dissimuler ce goût. Il n'y avait aucune possibilité pour que l'étranger Fitzroy Simpson eût été la cause qu'on eût servi du curry ce soir-là dans la famille de l'entraîneur. Et la coïncidence aurait été trop monstrueuse s'il était venu avec de l'opium en poudre ce soir-là où justement le plat qui avait été préparé était le seul qui put le faire passer inaperçu. C'était impensable. Donc, Simpson se trouvait éliminé du problème. Notre attention se centra alors sur Straker et sa femme. En effet, ce sont les deux seules personnes qui ont pu choisir comme plat du soir le mouton au curry. L'opium avait été ajouté après que l'assiette du lad eût été mise à part, puisque les autres avaient mangé sans avoir subi les effets de l'opium. Lequel des deux, donc, avait approché de l'assiette sans que la bonne l'eût vu? Avant de trancher cette question, j'avais saisi toute la signification du silence du chien, car il suffit d'une déduction valable pour en entraîner d'autres. L'incident Simpson m'avait révélé qu'un chien gardait les écuries, ou tout au moins s'y trouvait. Et pourtant, bien que quelqu'un fût entré et fût sorti avec un cheval, le chien n'avait pas aboyé suffisamment pour réveiller les deux lads qui dormaient dans le grenier. De toute évidence, le visiteur de minuit était quelqu'un que le chien connaissait bien. J'étais déjà convaincu, du moins presque convaincu, que John Straker était descendu aux écuries en pleine nuit et qu'il y avait pris Flamme d'Argent. Dans quel but? Sûrement dans un but malhonnête, sinon il n'aurait pas drogué son propre valet d'écurie. Et je me creusais la tête pour deviner ce qu'il avait eu dans la sienne.
Il y a eu des exemples où des entraîneurs ont empoché de grosses sommes d'argent en misant contre leurs chevaux par personne interposée et ensuite en les empêchant de gagner par une fraude quelconque. Quelquefois c'est un jockey qui retient, ou bien c'est par un moyen plus sûr et plus subtil. Avec Straker, de quoi s'agissait-il? J'espérais que le contenu de ses poches m'aiderait à conclure. Effectivement, il en fut ainsi. Vous ne pouvez pas avoir oublié le couteau bizarre trouvé dans la main du mort. Couteau qu'aucun homme sain d'esprit n'aurait choisi comme arme. C'était en réalité, le docteur Watson nous l'a dit, une sorte de bistouri utilisé pour les opérations chirurgicales les plus délicates. Et cette nuit-là, il devait servir à une opération délicate. Vous devez savoir, avec votre vaste expérience des choses du turf, colonel Ross, qu'il est possible de pratiquer une légère entaille sur les tendons du jarret d'un cheval et de la faire sous-cutanée de façon à ne laisser aucune trace. Un cheval ainsi traité se mettrait à boiter légèrement, ce qui serait attribué à un rhumatisme ou à du surentraînement, mais jamais à la malveillance. Le bandit, le scélérat. Voilà pourquoi John Straker voulait sortir le cheval et le mener sur la lande. Un animal aussi ardent aurait certainement réveillé le plus fort dormeur du monde en sentant la pointe du bistouri. Il fallait donc opérer en plein air. J'ai été aveugle. Gémit le colonel. Voilà pourquoi il avait besoin de la chandelle et pourquoi il alluma l'allumette. Sans doute. Mais en examinant ces affaires, j'eus la chance de découvrir non seulement la méthode du crime, mais aussi ses mobiles. Vous êtes homme du monde, colonel. Vous savez donc qu'un homme ne porte pas dans la poche les notes d'une autre personne. Nous avons tous suffisamment à faire pour régler les nôtres. J'en conclus aussitôt que Straker menait une double vie et avait une deuxième maison. La nature de la note montrait qu'il y avait une dame en cause et que cette dame avait des goûts dispendieux. Vous avez beau être généreux avec vos employés, il est difficile d'admettre qu'ils puissent acheter des costumes tailleurs de 20 guinées à leurs femmes. J'interrogeai Madame Straker sur cet ensemble et, m'étant assuré qu'il ne lui était jamais parvenu, je pris note de l'adresse du couturier. Je sentais bien qu'en y allant muni de la photographie de Straker, le mythe de ce monsieur Derbyshire se dissiperait. À partir de ce moment, tout était simple. Straker avait mené le cheval dans un creux de terrain, où sa lumière serait invisible. Simpson, en s'enfuyant, avait perdu sa cravate. Straker la ramassa peut-être avec l'idée qu'elle pourrait lui être utile pour immobiliser la patte du cheval. Une fois dans la cuvette, il était passé derrière Flamme d'Argent et avait allumé son allumette. Mais l'animal, effrayé par cette lueur subite, ou peut-être mu par l'étrange instinct des bêtes qui sentent qu'on va leur faire du mal, démarra sec. Et son fer frappa Straker en plein sur le front. Lui, déjà, malgré la pluie et pour être plus à l'aise, avait retiré son manteau. Et quand il tomba, son bistouri lui entailla la cuisse. Et j'étais assez clair? Merveilleux, on croirait que vous y étiez. Mon coup final fut, je vous l'avoue, un joli coup en longueur. Je réfléchis qu'un gaillard aussi rusé que Straker n'aurait pas entrepris cette délicate opération au tendon sans s'être un peu entraîné auparavant. Sur quoi pouvait-il se faire la main? Mes yeux tombèrent sur les moutons, et je posai une question qui amena en guise de réponse la preuve que mon hypothèse était correcte. Tout est parfaitement éclairci, monsieur Holmes. Quand je revins à Londres, je me rendis chez le couturier qui reconnut tout de suite Straker comme un excellent client du nom de Derbyshire, et dont la femme affichait une partialité prononcée pour les robes chères. Je suis sûr que cette femme l'a mis dans une situation financière désastreuse, ce qui l'a conduit à ce misérable complot. Vous avez tout expliqué, sauf une chose, s'écria le colonel. Où était le cheval? Ah, il s'était sauvé et il a été pris en charge par l'un de vos voisins. De ce côté, nous devrons voter une amnistie, je crois. Allons, voilà l'embranchement de Clapham, si je ne m'abuse. Nous arriverons à Victoria dans moins de 10 minutes. Si vous voulez bien fumer un cigare dans nos appartements, colonel, je serai heureux de vous fournir tout autre détail susceptible de vous intéresser. La figure jaune. Les dons exceptionnels de mon compagnon m'ont permis d'être l'auditeur et parfois l'acteur de drames étranges. En publiant ces croquis tirés de dossiers innombrables, j'insiste tout naturellement davantage sur les succès de Holmes que sur ses échecs.
Ne croyez pas que je le fasse dans l'intérêt de sa réputation. C'était en effet dans les cas où toutes ses ressources paraissaient épuisées qu'il déployait une énergie et une vivacité d'esprit absolument admirables. La raison est ailleurs. Là où il échouait, personne d'autre, généralement, ne réussissait. Du coup, l'affaire s'enterrait avant d'avoir reçu une conclusion. Il arriva tout de même que Holmes se trompa et que la vérité fut néanmoins tirée du puits. Je possède des notes sur une demi-douzaine de cas de ce genre. L'affaire de la deuxième tâche et celle que je vais raconter sont les deux qui présentent un maximum d'intérêt. Sherlock Holmes se prenait rarement de l'exercice par amour de l'exercice. Peu d'hommes à ma connaissance étaient capables d'un plus grand effort musculaire et sans contestation possible, il comptait parmi les meilleurs boxeurs de son poids. Mais il considérait l'effort physique sans objet, comme un gaspillage d'énergie. S'il se remuait, cela faisait partie de son activité professionnelle. Il était alors infatigable. Son régime alimentaire péchait plutôt par un excès de frugalité que par une trop grande richesse. Ses habitudes fort simples frôlaient l'austérité. En dehors de la cocaïne dont il usait par intermittence, je ne lui connaissais pas de vice. D'ailleurs, lorsqu'il se tournait vers la drogue, c'était pour protester à sa manière contre la monotonie de l'existence, sous le prétexte que les affaires étaient rares et les journaux sans intérêt. Cette année-là, le printemps s'annonçait précoce. Holmes rompit un après-midi avec ses habitudes pour faire une promenade dans Hyde Park en ma compagnie. Les premières touches de vert égayaient les ormes, les poisseuses barbes des noisettes commençaient à jaillir de leurs quintuples feuilles. Pendant 2 heures, nous marchâmes pour le plaisir de marcher. Le plus souvent, sans échanger une phrase, comme il sied à 2 hommes qui se connaissent intimement. Quand nous nous retrouvâmes dans Baker Street, il était près de 5 heures. Notre groom nous arrêta sur le seuil de la maison. « Pardon, monsieur. Un monsieur vous a demandé, monsieur. » Holmes m'accabla d'un regard lourd de reproches. « Voilà bien les promenades !» s'écria-t-il. « Ce monsieur est reparti ?»« Oui, monsieur. » Vous lui avez pas dit d'entrer ?»« Si, monsieur, il est entré. » »« Combien de temps a-t-il attendu ?»« Une demi-heure, monsieur. C'était un monsieur bien agité, monsieur. Il marchait, il n'a pas arrêté de tout le temps qu'il est resté ici. J'attendais à la porte, monsieur, et je l'entendais. À la fin, il est sorti dans le couloir et il a crié « Est-ce que cet homme ne va jamais rentrer ?» Tel que je vous le dis, monsieur. J'ai répondu « Vous n'avez qu'à attendre un petit peu encore. » Il m'a dit « Alors je vais attendre au grand air, car je me sens comme si j'étouffais. Je vais revenir bientôt. » Là-dessus, il est sorti. Rien de ce que je lui ai dit n'a pu le retenir. « Bah, vous avez fait pour le mieux, » dit Holmes, tandis que nous pénétrions dans notre salon. « C'est tout de même assommant, Watson. J'avais vraiment besoin d'une affaire pour me distraire. Et d'après l'impatience de ce client, j'en aurais eu une d'importance, sans doute. » Oh, là, sur la table, ce n'est pas votre pipe. Il doit avoir oublié la sienne. Une belle pipe, en vieille bruyère, avec un bon tuyau terminé par ce que le marchand de tabac appelle de l'ambre. Je me demande combien il y a dans Londres de vrais tuyaux de pipe en ambre. On m'a affirmé que lorsqu'il y avait une mouche dedans, c'était un signe d'authenticité. Voici une industrie, mettre des fausses mouches dans du faux ambre. Eh bien, il faut que notre visiteur ait été très troublé pour oublier une pipe à laquelle il attache un grand prix. Comment savez-vous qu'il y attache un grand prix ? Voyons, cette pipe coûte à l'achat 7 shillings et 6 pence. Or, elle a été 2 fois réparée. Une fois dans le tuyau en bois, une autre fois dans l'ambre. Ces 2 réparations ont été faites, comme vous le remarquerez, avec des bagues d'argent qui ont dû coûter plus que la pipe elle-même. L'homme qui préfère raccommoder sa pipe plutôt que d'en acheter une neuve pour le même prix y attache en principe une grande valeur. Rien d'autre ? Interrogeai-je. Holmes se tournait et retournait la pipe dans sa main et il la contemplait pensivement à sa manière. Il la leva en l'air et la tapota de son long index maigre, comme aurait fait un professeur dissertant sur un os. « Les pipes sont parfois d'un intérêt extraordinaire, dit-il. Je ne connais rien qui ait plus de personnalité, sauf peut-être une montre ou des lacets de chaussures. Ici, toutefois, les indications ne sont ni très nettes ni très importantes. Le propriétaire de cette pipe est évidemment un gaucher solidement bâti, qui possède des dents excellentes, mais qui est assez peu soigné et qui ne se trouve pas contraint de pratiquer la vertu d'économie. » Mon ami me livra tous ces renseignements avec une nonchalance affectée, car je le vis me regarder du coin de l'œil pour savoir si j'avais suivi son raisonnement. « Vous pensez qu'un homme qui fume une pipe de 7 shillings doit vivre dans l'aisance, dis-je ?
Voici du tabac de Grosvenor à 8 pence les 30 grammes. Me répondit Holmes en faisant tomber quelques miettes sur la paume de sa main. Comme il pourrait acheter du très bon tabac pour un prix moitié moindre, il n'a pas besoin d'être économe. Et les autres points? Il a pris l'habitude d'allumer sa pipe à des lampes ou à des flammes de gaz. Regardez, là sur un côté, elle est toute carbonisée. Une allumette ne ferait pas ces dégâts. Personne ne tient une allumette à côté de sa pipe. Mais personne non plus ne peut allumer une pipe à une lampe sans brûler le fourneau. Et le fourneau est brûlé du côté droit. J'en déduis donc que ce fumeur est un gaucher. Approchez votre pipe près de la lampe. Comme vous êtes droitier, tout naturellement, c'est le côté gauche que vous exposez à la flamme. Vous pourriez de temps à autre exposer le côté droit, mais vous ne le feriez pas habituellement. Or, cette pipe n'est brûlée que du côté droit. Par ailleurs, l'ambre a été mordu, abîmé, ce qui suppose un fumeur musclé, énergique et pourvu d'une excellente dentition. Mais si je ne me trompe pas, le voilà dans l'escalier. Nous allons avoir à étudier quelque chose de plus intéressant que sa pipe. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit et un homme jeune, de grande taille, pénétra dans notre salon. Il était vêtu avec une simplicité de bon goût. Costume gris foncé, chapeau de feutre marron. Je lui aurais donné à peine 30 ans. En réalité, il en avait un peu plus. Je vous prie de m'excuser. Commença-t-il vaguement confus. Je crois que j'aurais dû frapper. Oui, bien sûr, j'aurais dû frapper à la porte. Le fait est que je suis un peu bouleversé, alors mettez cet oubli sur le compte de mes ennuis. Il passa la main sur son front comme quelqu'un à demi hébété avant de tomber sur une chaise. Je vois que vous n'avez pas dormi depuis 2 ou 3 jours, fit Holmes avec une gentillesse spontanée. Le manque de sommeil met les nerfs d'un homme à l'épreuve, plus que le travail, et même plus que le plaisir. Puis-je savoir comment je pourrais vous aider? Je voulais votre avis, monsieur. Je ne sais pas quoi faire et c'est toute ma vie qui s'effondre. Vous désirez me consulter en tant que détective? Et pas cela seulement. Je veux l'opinion d'un homme de bon jugement, d'un homme du monde aussi. Je veux savoir ce que je devrais faire. J'espère que vous serez capable de me le dire. Il s'exprimait par petites phrases qui étaient autant d'explosions. J'eus l'impression que parler lui était très pénible et que sa volonté luttait pour dominer son penchant au mutisme. Il s'agit d'une chose très délicate. On n'aime pas parler de ses affaires domestiques aux étrangers. Oh, cela me semble terrible de discuter de la conduite de ma femme avec 2 hommes que je n'ai jamais vus auparavant. C'est horrible d'avoir à le faire. Mais je n'en peux plus. Il me faut un conseil. Mon cher monsieur Gaunt Munro, commença Holmes. Notre visiteur bondit de sa chaise. Comment? Vous connaissez mon nom? Lorsque vous tenez à préserver votre incognito, répondit Holmes en souriant, permettez-moi de vous conseiller de ne plus porter votre nom gravé sur la coiffe de votre chapeau, ou alors tourner la calotte vers la personne à qui vous vous adressez. J'allais vous dire que mon ami et moi, nous avons entendu dans cette pièce beaucoup de secrets troublants, et que nous avons eu la chance d'apporter la paix à quantité d'âmes en peine. J'espère que nous en ferons de même avec vous. Puis-je vous demander, car il se peut que le temps soit précieux, de me communiquer sans attendre davantage les éléments de votre affaire? Notre visiteur se passa une main sur le front comme s'il éprouvait une sensation très douloureuse. Tous ses gestes, tous les jeux de sa physionomie révélaient un homme réservé, peu communicatif, avec une pointe d'orgueil, vraiment mieux disposé à cacher ses blessures qu'à les étaler. Puis, tout à coup, avec le geste farouche de quelqu'un qui rejette par-dessus bord toute pudeur et toute discrétion, il commença. Voici les faits, monsieur Holmes. Je suis marié depuis 3 ans. Pendant ces 3 ans, ma femme et moi, nous nous sommes aimés l'un et l'autre, et nous avons vécu dans le bonheur comme je vous assure peu d'époux l'ont fait. Nous avons toujours été d'accord en pensée, en parole et en acte. Et maintenant, depuis lundi dernier, une barrière s'est subitement élevée entre nous. Et je découvre que dans sa vie et dans ses préoccupations, il y a quelque chose que je connais aussi peu que si elle était une passante de la rue. Nous sommes devenus des étrangers. Et je voudrais savoir pourquoi. Cela dit, et avant d'aller plus loin, mettez-vous bien dans la tête, monsieur Holmes, qu'Effie m'aime. Aucun malentendu à ce sujet, n'est-ce pas? Elle m'aime avec tout son cœur et toute son âme. Et jamais elle ne m'a aimé davantage, je le sens, je le sais. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Un homme peut dire assez facilement quand une femme l'aime. Mais voilà,
Il y a ce secret entre nous, et nous ne pourrons jamais redevenir les mêmes avant qu'il soit éclairci. Ayez l'obligeance de me mettre au courant des faits, Monsieur Munro. Interrompit Holmes avec une légère impatience. Je vais vous dire ce que je sais de la vie des filles. Elle était veuve quand je l'ai rencontrée pour la première fois. Et pourtant, elle était jeune, 25 ans seulement. Elle s'appelait alors Madame Hebron. Elle était allée en Amérique quand elle était enfant et elle avait vécu dans la ville d'Atlanta. Ce fut là qu'elle épousa ce Hebron, avocat pourvu d'une bonne clientèle. Ils eurent un enfant, mais une épidémie de fièvre jaune se déclara dans la ville et le mari et l'enfant furent emportés par le mal. J'ai vu le certificat de décès. Dégoûtée de l'Amérique, elle revint habiter chez une vieille tante à Pinard, dans le Middlesex. Je puis dire que son mari lui avait laissé une aisance confortable et qu'elle avait un capital d'environ 4500 livres, qu'il avait si bien fait fructifier qu'il lui rapportait en moyenne du 7%. Elle était à Pinard depuis 6 mois quand je la rencontrai. Ce fut le coup de foudre réciproque et nous nous mariâmes quelques semaines plus tard. Je suis moi-même marchand de houblon et comme j'ai un revenu annuel de 700 ou 800 livres, nous nous trouvâmes dans une situation financière prospère et nous louâmes à Norbury une jolie villa pour 80 livres par an. Bien que ce soit près de Londres, nous sommes presque en pleine campagne. Un peu plus haut, il y a une auberge et 2 maisons, ainsi qu'une autre villa, juste à l'extrémité du champ qui nous fait face. En dehors de cela, pas d'autres habitations jusqu'à ce que l'on arrive près de la gare. Mes affaires m'amènent à la City dans certaines périodes de l'année, mais en été j'ai moins de travail. Aussi, dans notre maison de campagne, ma femme et moi, nous coulions des jours parfaits. Je vous le répète, jamais une ombre ne s'est glissée entre nous jusqu'au début de cette maudite histoire. Ah, que je vous précise un détail. Quand nous nous sommes mariés, ma femme m'a cédé tous ses biens. C'était plutôt contre mes idées, car si mes affaires avaient mal marché, nous aurions été dans de beaux draps. Mais elle y tenait, et ce fut fait. Eh bien, voici à peu près 6 semaines, elle va me dire... Jack, lorsque je t'ai donné mon argent, tu m'as bien déclaré que lorsque je voudrais une certaine somme, je n'aurais qu'à te la demander. Bien sûr, lui répondis-je, il est toujours à toi. Alors, dit-elle, je voudrais 100 livres. Je fus un peu surpris. Je m'étais imaginé qu'elle avait tout simplement envie de s'acheter une nouvelle robe ou quelque chose comme ça. Et pourquoi faire, demandai-je. Oh, fit-elle avec son enjouement habituel, tu m'as dit que tu serais mon banquier. Et les banquiers ne posent jamais de questions, tu sais. Et si réellement tu veux cet argent, tu l'auras. Oh oui, je le veux réellement. Et tu ne veux pas me dire pourquoi faire. Un jour, peut-être, mais pas tout de suite, Jack. Je dus donc me contenter de cette dérobade. C'était pourtant la première fois qu'il y avait un secret entre nous. Je lui remis un chèque et je n'y pensais plus. Peut-être cet incident n'a-t-il rien à voir avec la suite, mais j'ai préféré le mentionner. Je vous ai dit qu'il y avait une autre villa, non loin de la nôtre. Un champ nous en sépare. Pour y accéder, il faut prendre la route, puis tourner dans un petit chemin. Juste après, derrière la villa, s'étend un agréable petit bois de pins d'Écosse. J'avais pris l'habitude d'aller me promener par là, car les arbres sont toujours de bons voisins. Depuis 8 mois que nous nous étions installés à Norbury, nous n'avions vu personne dans la villa. Elle était vide, inoccupée, et c'était dommage, car elle avait un porche ancien, tout couvert de chèvrefeuilles, 2 étages. Plus d'une fois, je m'arrêtais devant pour la contempler, et je me disais qu'elle ferait une ravissante petite ferme. Bon, lundi soir, je descendais à pied par là, quand je croisais un fourgon vide qui remontait le petit chemin. Sur la pelouse, à côté du porche, étaient déballées toutes sortes de choses, des tapis, etc. C'était clair, la villa avait enfin été louée. Je l'allongeais, je la dépassais, puis m'arrêtais, comme tout flâneur aurait pu le faire, pour la regarder. Je me demandais quelle sorte de gens venaient habiter si près de chez nous. Et tandis que je regardais, je pris soudain conscience qu'une figure m'observait par l'une des fenêtres du haut. Je ne sais pas ce qu'il y avait sur cette figure, monsieur Holmes, mais j'en ai eu la chair de poule.
J'étais à quelque distance et je ne pouvais pas bien distinguer ses traits. Pourtant, elle me donnait l'impression de quelque chose d'anormal, d'inhumain. Du moins fût-ce ce que je ressentis. J'avançai rapidement pour voir de plus près qui m'observait ainsi. Mais lorsque j'approchai, la figure disparut soudain, si vite qu'elle paraissait avoir été arrachée de la fenêtre et rejetée dans la pièce obscure. Je demeurai là 5 minutes à réfléchir, à essayer d'analyser mes impressions. Je ne pouvais affirmer si c'était une figure d'homme ou de femme. Sa couleur m'avait frappé plus que tout. Imaginez une figure d'un jaune livide, mat, avec quelque chose de figé et de rigide, affreusement monstrueuse. Oh, j'étais si troublé que je résolus d'en savoir davantage sur les nouveaux habitants de la villa. J'allai frapper à la porte. On m'ouvrit immédiatement. Je me trouvai face à face avec une grande femme, décharnée, au visage rébarbatif. « Qu'est-ce que vous voulez ?» me demanda-t-elle. Elle avait l'accent du Nord. « Je suis votre voisin, répondis-je en désignant ma maison. Je vois que vous venez seulement d'emménager, et je pensais que si je pouvais vous être d'une aide quelconque... »« Oui ? Eh bien, quand on aura besoin de vous, on ira vous chercher. » Sur quoi elle me claqua la porte au nez. Mécontent de cette grossière rebuffade, je fis demi-tour et revins chez moi. Toute la soirée, bien que je me fusse efforcé de penser à autre chose, j'étais obsédé par l'apparition à la fenêtre de la figure jaune et les manières hargneuses de la locataire. Je décidai de ne pas parler de l'apparition à ma femme. Elle est en effet d'un tempérament nerveux, exalté, et je ne jugeais pas utile de lui faire partager une impression aussi désagréable. Avant de m'endormir, je lui dis toutefois que la villa était maintenant occupée. Elle ne me répondit rien. D'habitude, j'ai un sommeil de plomb. Dans ma famille, il est tradition de plaisanter sur mes facultés de dormeur. En principe, rien ne saurait me réveiller la nuit. Mais ce soir-là, soit par suite de l'incident qui m'avait agacé, soit pour une autre raison, je dormis beaucoup moins lourdement. Et, un peu comme dans un rêve, je me rendus compte confusément que ma femme s'était levée, habillée, qu'elle mettait un manteau et un chapeau. J'ouvrais la bouche pour lui signifier ma surprise et pour lui adresser une remontrance touchant une toilette aussi prématurée, quand mes yeux à demi ouverts remontèrent jusqu'à son visage qu'éclairait la flamme d'une bougie. La stupéfaction scella mes lèvres. Elle m'a paru telle que je ne l'avais jamais vue auparavant, telle que je ne l'aurais jamais cru capable de devenir. Elle était mortellement pâle, elle avait le souffle rapide, elle haletait presque. Elle jetait des coups d'œil furtifs dans la direction du lit, tout en enfilant son manteau pour s'assurer que je dormais toujours, et qu'elle ne m'avait pas réveillé. Mon immobilité et ma respiration régulière l'ayant rassurée, elle s'échappa sans bruit de notre chambre. Un moment plus tard, j'entendis un grincement aigu qui ne pouvait provenir que des gonds de la porte d'entrée. Je me dressai sur mon séant et me pinçai vigoureusement pour savoir si je rêvais ou non. Je regardai ma montre. Il était 3 heures. Que diable pouvait faire ma femme sur une route de campagne à 3 heures du matin ? Il y avait bien 20 minutes que je tournais et retournais tout cela dans ma tête pour trouver une explication plausible, et plus je réfléchissais, plus je me heurtais à de l'extraordinaire ou de l'inexplicable, quand j'entendis la porte d'entrée se refermer doucement et ses pas monter l'escalier. « Où donc es-tu allée, Effie ?» lui demandai-je quand elle rentra dans notre chambre. Elle tressaillit violemment et elle poussa une sorte de cri étouffé quand elle m'entendit. Ce cri et ce sursaut me troublèrent plus que tout le reste, car ils traduisaient indiscutablement un sentiment de culpabilité. Ma femme avait toujours été d'un naturel franc et ouvert. Il y avait de quoi frémir à l'avoir pénétrée comme une voleuse dans sa propre chambre, et crier et chanceler lorsque son mari lui adressait la parole. « Tu es réveillé, Jacques ?» s'exclama-t-elle dans un petit rire nerveux. Moi qui croyais que rien ne pouvait éveiller. « Où es-tu allé ?» répétai-je avec une sévérité accrue. « Ton étonnement ne me surprend pas, tu sais, me dit-elle. » Tandis qu'elle déboutonnait son manteau, je voyais ses doigts qui tremblaient. « Ma foi, reprit-elle, je ne me rappelle pas avoir jamais fait une chose pareille. Le fait est que je me sentais comme si j'étouffais et que j'avais besoin de respirer au grand air. Je crois réellement que je me serais évanoui si je n'étais pas sorti. Je suis resté devant la porte quelques minutes et maintenant, ça va tout à fait bien. »
Pendant qu'elle me débitait son histoire, elle ne me regarda pas une fois dans les yeux. Et sa voix n'avait pas du tout ses intonations habituelles. Je fus convaincu qu'elle me mentait. Je ne répondis pas. Je me retournai face au mur, le cœur brisé, l'esprit débordant de doutes et de soupçons empoisonnés. Que me cachait ma femme? Où était-elle allée pendant cette expédition bizarre? Je sentis que je ne connaîtrais plus de paix avant de le savoir. Et cependant, je me retins de lui redemander puisqu'elle m'avait menti une fois. Tout le reste de la nuit, je m'agitais en quête d'une théorie qui concilia la vérité et notre bonheur. Je n'en trouvais point de vraisemblable. Ce jour-là, j'aurais dû me rendre à la City. Mais j'avais l'esprit trop perturbé pour m'intéresser à mes affaires. Ma femme semblait aussi bouleversée que moi-même. D'après les rapides regards interrogatifs qu'elle me lançait, je vis qu'elle avait compris que je ne la croyais pas, et qu'elle ne savait vraiment plus quoi faire. Pendant le petit déjeuner, nous n'échangeâmes pas deux phrases. Immédiatement après, je sortis pour marcher, et repassai dans ma tête toute l'affaire à l'air frais du matin. J'allai jusqu'au Crystal Palace, passai 1 heure dans le parc, et je fus de retour à Norbury vers 1 heure de l'après-midi. Mon chemin me mena près de la villa de l'apparition. Je m'arrêtai un instant pour regarder les fenêtres, dans l'espoir de pouvoir mieux étudier la figure invraisemblable que j'avais observée la veille. Jugez de ma stupéfaction, monsieur Holmes, quand la porte s'ouvrit et que ma femme sortit. À sa vue, je fus frappé de stupeur. Mais mon émotion ne fut rien à côté de celle qui chavira ses traits quand nos regards se croisèrent. Un instant, je crus qu'elle allait rentrer en courant dans la maison, mais elle se rendit compte que toute feinte serait inutile, alors elle s'avança vers moi. Elle avait un visage blême et des yeux épouvantés qui démentaient le sourire que ses lèvres arborèrent. « Oh, Jack, fit-elle, je suis allé voir si je ne pouvais pas aider nos nouveaux voisins. »« Pourquoi me regardes-tu comme ça, Jack? Tu n'es pas fâché contre moi, dis. »« Donc, répondis-je, voilà où tu es allé cette nuit. Que veux-tu dire? »« C'est ici que tu es allé, j'en suis sûr. Quels sont les gens à qui tu vas rendre visite à pareille heure? » ?»« Je n'y étais pas allé déjà, Jack. » »« Comment peux-tu articuler ce que tu sais être un mensonge? Ta voix n'est plus la même. Moi, jamais je ne t'ai caché quoi que ce soit. Je vais entrer. Je saurai bien ce qu'il y en est. »« Non, Jack, pour l'amour de Dieu, s'écria-t-elle. Je te jure qu'un jour tu sauras tout, mais si tu vas dans cette ville-là, tu ne provoqueras que du malheur. » Comme j'essayais de l'écarter, elle s'accrocha à moi dans une supplication frénétique. « Aie confiance en moi, Jack, criait-elle. Fie-toi à moi pour cette fois seulement. Tu n'auras jamais à le regretter. Tu sais bien que je ne te cacherai jamais rien, sauf par amour pour toi. Notre existence entière se joue là-dessus. Si tu rentres avec moi chez nous, tout sera bien. Si tu entres de force dans cette ville-là, tout sera fini entre nous. »